Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de l'invité sur Ecofin Télévision. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Le gouvernement de la République, à travers le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a déposé le jeudi 15 septembre dernier le projet de la loi budgétaire pour l'exercice 2023 pour la République démocratique du Congo, un budget largement pro-social, conformément aux instructions données par le président de la République. Vous entendrez justement le Premier ministre qui va y revenir. Un budget qui va beaucoup plus être axé sur le social de la population, mais aussi avec une marge importante réservée au domaine de la défense nationale au vu de la situation actuelle. Et pour en parler, je suis très heureux de recevoir sur ce plateau l'invité Mike Gardidiana, analyste des questions politiques. Bienvenue. Merci, et économique surtout. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le Premier ministre Sama Lukonde qui s'est décidé, comme l'année passée, d'être dans le respect de la Constitution, qui prévoit notamment que pour les projets, la loi budgétaire doit être déposée le 15 septembre. Votre réaction tout d'abord par rapport à cette attitude du gouvernement à respecter la loi en cette matière? Je suis de ceux qui estiment que être formel fait partie des éléments essentiels dans le management et des surcroît dans les questions de gestion. Pourquoi? Parce que quand on parle du budget, généralement, sont de prévisions établies selon une durée. Il faudra pas oublier que quand on parle de la présentation de la loi de finances, du projet de loi de finances, il y a un élément essentiel que la plupart des Congolais n'ont pas mis dans la tête, c'est la loi sur la reddition de comptes. C'est quoi? Il faut rendre compte de la manière dont on a géré les budgets de l'exercice précédent 2022. Et cette fois-là pour pouvoir se projeter vers 2023. Quand il y a équilibre entre les deux documents, ce qui permet qu'on puisse finalement avoir des bons indicateurs, savoir comment se projeter, corriger les erreurs ou encore les aléas constatés lors de l'exercice précédent. Donc, à mon humble avis, c'est une valeur intrinsèque. Pour ça, on peut dire bravo au gouvernement Sama Lukonde. Mais c'est comme j'ai l'habitude de le dire, au-delà du cadre réglementaire, le plus important maintenant, c'est dans le détail, dans la pratique, dans la gestion, dans l'exécution du budget. C'est là où on attend parce que ces budgets ici doivent relever beaucoup trop de défis, au-delà de la question de la sécurité, sur les questions d'ordre social également. Ce qui veut dire que Sama Lukonde devait commencer par la reddition des comptes, comme vous avez souligné, avant de passer par la proposition? Si vous avez suivi les discours du président de l'Assemblée nationale, ça veut dire que avant de déposer cette loi-là, il y a un préalable et c'est pouvoir déposer d'abord la loi sur la reddition de comptes. C'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire concomitamment, on dépose la loi sur la reddition des comptes et puis on présente cette fois-là les prévisions budgétaires pour l'exercice à venir. Donc, je crois que à ce stade ici, il y a pas débat à ces niveaux-là. Il s'est donné une certaine posture de quelqu'un de très réglo, quelqu'un de très poussé vers les exigences constitutionnelles. Maintenant, on veut voir le Sama Lukonde très efficace dans ses projections, dans la répartition, dans la définition de priorités, mais aussi dans le respect de différentes questions essentielles qui nous conduisent vers l'apogée de ces pays. Vous avez parlé justement de la répartition de ce budget-là. Il est essentiellement tourné vers le social parce que depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, on parle d'un budget qui s'accroît année après année, mais on ne ressent pas du tout l'impact dans la vie sociale de la population. Oui, c'est parce que j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est vrai, la notion de la croissance économique est une notion quantitative. C'est un peu comme Patrick Lumbala qui, ses revenus augmentent, qui gagnait par exemple 200 000 francs avant, qui gagne maintenant 1 million de francs congolais. Le problème n'est pas au niveau quantitatif. L'amélioration de la vie dépend également de beaucoup de facteurs. Ça veut dire que comment il oriente ses dépenses, comment il oriente aussi ses épargnes pour aller vers le projet d'investissement. Donc je crois qu'au-delà de la dimension quantitative qu'apporte la croissance économique, cette fois-là, il faut aller dans la réorientation de fonds, dans l'établissement de projets et la notion qualitative. Après avoir acquis cette quantité en termes de croissance économique, c'est évoluer vers le projet intégrateur, vers le question de développement. Donc je crois qu'à ce stade ici, c'est vrai, il faut reconnaître une chose, on est dans une période favorable. J'ai l'habitude de le dire, c'est que la RDC est dans une période des vaches grasses, dans le sens où aujourd'hui, le contexte du marché, le contexte international fait que nous puissions capter un peu plus. Mais ça serait de la mauvaise foi si
on estime qu'au-delà de ces contextes favorables, il n'y a pas un travail de fond qui est fait. Le travail de fond, c'est quoi? C'est que la première des choses, pour un État qui avait un système budgétaire rongé par le coulage des recettes, mais également des détournements en cascade, le renforcement, la mise en place d'un mécanisme de contrôle au niveau de la dépense publique a fait qu'on puisse cette fois-là faire évoluer un peu les choses dans le bon sens. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le niveau voulu, mais du moins cette fois-ci en termes de contrôle, il y a quand même une certaine pression exercée vers les différents acteurs pour que finalement on change un peu cette culture-là, cette mentalité-là. On se rend finalement compte que petit à petit, cette culture du détournement qui était devenue quelque chose de normal commence à un peu être corrigée. Et ça, c'est une très bonne chose en matière de gestion de la République. Donc, je crois qu'il y a un travail de fond. Maintenant, là où on attend le gouvernement Sama Lukonde, c'est qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez en main. Et la prévision de 14 milliards de dollars américains, 14,6 milliards de dollars. C'est bien au regard des enjeux, même si pour un État comme la RDC, ça reste toujours assez faible. Mais du moins, il faut reconnaître une chose, c'est que ça fait très longtemps, pour ne pas dire depuis les années bonheur, on n'a pas encore atteint cette marge de croissance des 32% à l'espace d'une année. C'est un élément à féliciter. Justement, l'accroissement dans des secteurs qui touchent de très près le social de la population. On a notamment l'éducation, où le gouvernement a alloué une marge très importante de ce budget-là. Vous pensez que ça va continuer à permettre que le gouvernement puisse en fait poursuivre avec son programme, notamment celui de la gratuité de l'enseignement, qui jusque-là est en train d'étanguer quand même? Oui, merci pour la question. Bon, je crois pas que la gratuité est en train de tanguer. Ce qui tangue maintenant, c'est la gestion des effets induits de la gratuité. C'est-à-dire, c'est que savoir assurer la survie, la bonne vie des enseignants, les mettre dans des conditions qui n'ont rien à voir. La gratuité, c'est juste cette facilité d'accès aux enfants vers le système scolaire, ce qui est un acquis et ce qui est irréversible à ces jours. Mais maintenant, sur la question de l'enseignement, je crois qu'à ce stade ici, j'ai quand même eu la chance d'avoir des éléments lors de la conférence budgétaire, la présentation des états de besoins ou encore des états de somme, si vous voulez, de l'EPST pour répondre à l'exigence. C'est quoi l'exigence? C'est que faudra faire en sorte que d'ici la fin de l'année, selon les calendriers tels que définis lors des accords de Mboula-Lodge, qu'un enseignant arrive au moins à un minimum de 800 000 francs congolais, soit 400 $. Ce qui sera une marge de plus de 300% en termes de SMIC tel que défini dans la loi du travail. Et ça, je crois qu'à ce stade ici, c'est là où on attend également le gouvernement Sama Lukonde, question de répondre efficacement à cela. Parce que tout état de somme faite, il faut à la limite encore un peu plus de 10 millions de dollars américains seulement pour que le ministère de l'EPST arrive à pouvoir répondre à cette exigence des enseignants. Mais j'ai l'habitude de le dire, quand on parle des questions de développement, quand on parle des questions de l'épanouissement de la RDC, faut toujours pas voir le secteur public. J'ai l'habitude de dire c'est le corps malade de la RDC. Aucun État dans le monde essaie de développer sans sa fonction publique. Or, chez nous, la mentalité dans la fonction publique, c'est quoi? Ce que les gens y vont pour des questions de survie. Au regard de la faiblesse en termes de la politique d'emploi, au regard de la faiblesse de l'État dans la création d'un mécanisme qui va limiter un peu cette propension vers l'informel, qui va essayer de limiter les dégâts en termes de taux de chômage, le Congolais, chacun d'entre nous, cherche à avoir un numéro matricule parce que c'est la sécurité. Dès que j'ai mon numéro matricule, je sais moi que je peux payer la maison. On n'y va pas par ambition, on n'y va pas pour aller travailler. Donc en réalité, ça devient une caisse de sécurité pour la plupart de nous et ce qui tue la République. La meilleure des solutions aujourd'hui, je crois que faut désengorger cette administration publique. Et ça passera par quoi? Ça passera par un élément essentiel. On le chante depuis un certain moment, il faudra créer une classe moyenne. C'est quoi la classe moyenne? C'est cette classe intermédiaire qui favorise la productivité en termes de services et en termes de biens et qui va vers une croissance efficace et réelle. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le marché économique de la RDC, c'est un marché presque laissé à la merci des expatriés. Or, la meilleure des choses, pour éviter cette culture-là d'aller vers l'administration publique, pour deux raisons. Des sécurités financières, il faut créer un contexte favorable dans les secteurs privés, afin que les gens tournent aussi le regard vers là. Je sais que l'État n'est pas là pour créer l'emploi. L'État providentiel aujourd'hui dans ce monde ici, c'est difficile de pouvoir y compter. L'État, le gouvernement congolais, en l'occurrence, est en train de créer un environnement économique propice pour le développement, notamment de l'entrepreneuriat local. Oui, sur le plan syntactique, on utilise le même terme, est en train de créer. Ça veut dire que jusque-là, on est dans les propositions, dans le projet, mais maintenant, le problème, c'est mettre en place. Ça, encore une fois de plus, je dirais, ce sont des très bonnes intentions. Pourquoi?
Du moins, moi, je suis satisfait du fait que la dernière fois, je suis arrivé au ministère du Plan, je me suis rendu compte qu'on a décidé de jeter encore une fois de plus un regard sur le PNST, les programmes nationaux stratégiques de développement. Ces documents étaient conçus depuis 2 années. L'État envoyait des gens au travers de la République, le monde, pour aller apprendre et venir reproduire un peu à l'image de la Chine communiste. Et qu'aujourd'hui, ces plans-là qui doivent être remis en question, ces plans contiennent les différents éléments, les différentes statistiques, les différents indicateurs qui peuvent permettre à la RDC d'aller vers le politique de développement. Malheureusement, depuis un certain moment, on avait arrêté de regarder cela. Et aujourd'hui, que cette question refait sur place avec ces projets de loi qui, dans son sens nouvel, est un peu un projet-programme élargi sur 3 ans, permettra à ce qu'on ait les vraies données, on pose un bon diagnostic et qu'on pose des actions concrètes. Donc, je crois qu'à ces niveaux-là, moi, j'ai pas trop d'inquiétude. Mais mon inquiétude à ces niveaux ici est au niveau de questions de gestion. Qui gère le projet? Comment on y va? Et quels sont les mécanismes mis en place pour éviter qu'il y ait de gap et de coulage tout au long du projet? Ça sera un sujet dont on en parlera sûrement en long et en large dans des prochaines émissions. Toujours dans ce budget, les quotas réservés à la défense nationale passent de 9,9% à 10,4%. Est-ce que suffisant au vu des enjeux sécuritaires auxquels nous faisons face actuellement? C'est pas suffisant, je vais vous le dire, sans crainte d'être contredit. Et je vais peut-être faire une révélation. Je crois que la raison de la révision en hausse, parmi les éléments qui ont concouru justement à la révision en hausse de ce budget et dans les prévisions, c'est parce qu'il ne faudra pas oublier, 2023 est une année électorale. Et au regard des enjeux, au regard du besoin, au regard du caractère constitutionnel de ce dernier, qui aussi est un élément de gouvernance, le gouvernement ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'aujourd'hui, il serait suicidaire de pouvoir compter sur les ressources externes pour pouvoir organiser les élections. Et surtout quand on sait et quelle est la posture de nos partenaires, surtout traditionnels. Donc, je crois qu'au-delà de ça, la question de la défense, j'insiste que c'est insignifiant, cette marge de à peine 1,3 ou 4% de progression. La défense mérite, en tout cas à mon humble avis, un budget encore colossal. C'est vrai. Cet État aujourd'hui se retrouve face à un parterre des priorités, mais j'ose croire aussi que la question de la défense devrait être prioritaire à mon sens. Ça, c'est moi qui le pense. Au vu du contexte, notamment. Au vu du contexte actuel, parce que il sera difficile et suicidaire de croire qu'on peut offrir une très belle vie à ceux qui vivent dans de grandes villes où il y a accalmie, et pendant ce temps, ça tire à l'est, et croire qu'on aurait fait les plus gros du travail. Je crois que ça sera une grossière erreur. Et à ces stades ici, je crois que la possibilité, c'est aux députés nationaux de revoir cette marge-là. Cette marge de un peu plus de 10% qu'on ajoute dans le budget de la défense. Des 9,9% à une marge de 0, pratiquement 5. C'est insignifiant. Je veux que les députés, une fois entrés en possession, parce que c'est à eux que revient la charge de pouvoir redéfinir les choses et de nous proposer la loi définitive, c'est de pouvoir revoir cette marge-là. La défense mérite mieux. On sait qu'on est dans une année électorale, on va vers une année électorale, on sait qu'on a des priorités d'ordre social, mais la vérité, c'est que la question de la défense, à mon humble avis, doit occuper le chou gras dans les différentes priorités établies par le gouvernement, et cette marge-là est très faible à mon sens. Je voudrais d'abord ici mentionner que l'année passée, le 15 septembre 2021, nous étions ici, au même endroit, pour déposer le projet de budget pour l'exercice 2022. Nous avions à ce moment-là affirmé que le gouvernement que je dirige, et selon la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devait être respectueux des textes. Et ici, c'est cette manifestation de déposer pour la 2e fois le budget dans les délais constitutionnels. Et donc, c'est un exercice auquel le gouvernement aujourd'hui s'est donné une exigence. Et nous le faisons avec, bien sûr, le ministère d'État, ministère du Budget, et la collaboration de tous les autres ministres. C'est juste s'y prendre à temps pour pouvoir rencontrer cette exigence. Et ici, en ce qui concerne le budget que nous venons déposer, je voulais juste donner quelques éléments. Parce que, en réalité, la primeur est réservée, comme vous le savez, au Parlement, où nous devons venir pour le défendre. Ces éléments, c'est d'abord les indications qui nous avaient été données clairement lors d'un Conseil des ministres en communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, de demander au gouvernement de tenir compte de l'aspect social
Donc d'avoir vraiment un budget pro-social pour la République, indépendamment du contexte politique et économique mondial dans lequel nous sommes, et indépendamment de nos réalités. Alors ici, nous avons tenu à respecter cette instruction qui nous a été donnée. Instruction d'aller d'abord sur l'accroissement du budget. Parce que, comme vous le savez, nous nous sommes inscrits dans les missions qui nous avaient été données et nous avions déjà compris qu'il fallait absolument aller dans des réformes qui devaient nous permettre d'avoir les moyens de notre politique. Donc, depuis que nous sommes là, nous avons effectué un travail avec toutes les instances de contrôle qui existent pour pouvoir canaliser les recettes de l'État et permettre qu'elles puissent augmenter. Et ici, je suis peut-être pas totalement satisfait parce que les demandes restent toujours grandes, mais quand même satisfait de voir que jusque-là, nous sommes sans cesse en accroissement du budget. Nous avions déposé un budget de près de 22 milliards de dollars pour l'exercice 2022. Cette fois-ci, nous déposons un budget qui atteint 29 milliards 520 millions de francs congolais, ce qui serait peut-être un équivalent de 14,6 milliards de dollars, une augmentation de 32%. Et donc, ça, c'est un effort à faire. Et nous ne devons même pas nous limiter là, nous assurer que dans l'exercice, nous puissions essayer de dépasser nos propres assignations. Alors, en ce qui concerne les domaines prioritaires qui sont les nôtres, comme vous le savez, vous connaissez la situation sécuritaire du pays. Nous sommes en agression et nous avons aussi des situations sécuritaires à mener partout sur l'étendue de la République. Et donc, c'est le secteur dans lequel nous avons voulu montrer notre volonté. C'est-à-dire à travers notamment la loi de programmation militaire que nous avons adoptée par habilitation au niveau du gouvernement et doter au fait ce secteur des moyens dont il a besoin selon la programmation qui a été faite. À côté de cela, nous avons d'autres secteurs sur lesquels nous avions des missions précises, notamment la couverture santé universelle dans le secteur de la santé, la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre dans le secteur de l'enseignement, et puis finalement nos réformes sociales. Ces réformes sociales vont d'abord dans le sens de rencontrer les échanges que nous avons avec les différents syndicats. Comme vous le savez, nous avons, nous, opté pour une politique de dialogue, et c'est un dialogue permanent qui se fait avec tous les syndicats de tous les secteurs. C'est visible et nous pensons que c'est à travers ce dialogue, à travers la compréhension des uns et des autres, parce qu'il faut rappeler que les demandes restent toujours grandes. Lorsque nous élaborons le budget, nous avons des projections au départ qui nous amenaient à près de 24 milliards, mais les demandes restaient quand même à 56 milliards, donc près du double. Donc il nous faut chaque fois nous réadapter en tenant compte de notre contexte et puis aussi des exigences que nous avons dans le cadre des contrats que nous avons avec nos partenaires, notamment la Banque mondiale, le FMI, et rester sur cette bonne gouvernance dans laquelle nous nous sommes déjà inscrits. Et donc, avec ces bons syndicaux, nous allons continuer ces échanges. Nous allons surtout accroître l'effort que nous devons faire au niveau de la fonction publique dans le cadre de l'identification, mais surtout la mise à la retraite, qui va permettre d'avoir, bien sûr, un souffle pour avoir un recrutement qualitatif au niveau de la jeunesse, mais au-delà de ça, permettre surtout de mieux maîtriser notre enveloppe salariale. Tout ceci, ce sont des actions que nous menons parce que nous voulons améliorer, en tout cas, les conditions sociales de tous nos agents et, au travers eux, bien sûr, toutes les familles qui soutiennent. Je voudrais insister sur le fait que, dans les missions qui sont les nôtres, nous avons tenu aussi à rester dans le respect des engagements du point de vue des investissements que nous devons faire. Vous savez que nous sommes dans un programme ambitieux, un programme de développement à la base pour une juste redistribution des richesses dans chaque territoire. Et donc là-dessus aussi, nous allons maintenir le cap du point de vue des investissements qui doivent être faits. Nous n'allons pas oublier, bien sûr, les engagements que nous avons avec les provinces. Et donc tout ceci pour permettre que, justement, nous puissions rencontrer ces besoins et ces demandes de la population. Besoins qui doivent aussi se manifester dans notre propre production.
Aujourd'hui, le contexte mondial, surtout avec la guerre russo-ukrainienne, nous a démontré que nous avons besoin d'augmenter, d'accroître notre propre production locale et de diversifier notre économie. Au-delà de ça, de permettre au fait qu'il y ait des échanges en fait, au niveau du pays, de toutes ces denrées, de toute cette richesse au niveau agricole que nous avons. Donc là aussi est une priorité des priorités. Et donc pour tous ces budgets-là, des accroissements précis ont été faits. Nous donnerons les chiffres, bien sûr, tout cela sortira bientôt et puis nous allons, comme je l'ai dit, réserver cette primeur à l'Assemblée nationale lorsque nous viendrons présenter le projet du budget. Mais ici, nous avons tenu à rester dans la ligne droite de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a vraiment à cœur le social des Congolais. Justement, vous avez évoqué la question électorale. Dans le budget, notamment, il est prévu une importante marge pour la commission électorale. Est-ce que cela va définitivement régler le problème du financement de la CENI qui a tant décrié cela? Je ne pense pas que ça soit un indicateur. Si aujourd'hui la CENI crie de problèmes de financement, c'est pas tant par manque de ressources, c'est plutôt par, comment je peux le dire, par une sorte de message occulte envoyé par certains. Je m'explique. Du glissement notamment. Dans le sens où la CENI a au moins 4 rubriques en termes dans ses lignes budgétaires. La ligne la plus importante, c'est la ligne de l'opérationnalisation qui prend en charge le côté technique et le process dans le déroulé des élections. Vouloir aller dans le sens où de donner aux agents de la CENI leur salaire à temps, leur donner les frais de fonctionnement à temps, leur donner les autres lignes à temps, mais que ce pourquoi ils sont là, continuer à souffrir, c'est paradoxal. Et j'ai comme l'impression, j'ai pas honte de le dire, qu'il y a 2 intérêts mercantiles derrière. J'ai comme l'impression que, bon, j'aime pas citer le nom de gens, mais je vais parler du ministère. Le ministère de Finances veut un peu avoir le contrôle de l'évolution de la CENI. Et ça marchera pas. Des finances de la CENI, notamment. Oui, il veut avoir le contrôle de finances de la CENI, particulièrement dans la phase d'opérationnalisation où il y a une dépense très nette et importante des différentes charges de la CENI. Et à ces stades ici, je ne suis pas sûr que cette CENI qui est déjà passée par des vents et marées sur la personne de Denis Kadima, sur le déroulé de son élection, voudra encore ajouter un élément de discrédit sur de problèmes de financement où le ministère, qui est une branche du gouvernement, qui n'a le droit de s'immiscer dans la gestion de la CENI, qui est une institution autonome indépendante, je crois que c'est encore une fois de plus, ça sera rendre mauvais service au chef de l'État. Il faudra laisser cette CENI-là faire son travail, et surtout que dans la nouvelle loi électorale, il y a des mécanismes de coercition, des mécanismes punitifs qui ont été introduits en cas de faiblesse, et que cette CENI-là est cette fois-ci un peu plus rédévable vis-à-vis de l'État et de la justice que lors de bureaux ou encore des organisations précédentes. Vous pensez que ce budget-là, le fait que la CENI soit inclus justement dans le budget, dans l'exercice budgétaire de 2023, que ça ne règle pas du tout le problème? Non, il n'y a pas question d'être inclus. La question des élections est une exigence constitutionnelle. C'est-à-dire que dès lors qu'on établit les projections, on sait tous que 2023 est une année électorale. D'ailleurs, en termes des prévisions, j'ai comme l'impression qu'on a accumulé un peu de retard. Ce qui ne devrait pas avoir lieu. Parce que, en fait, la prévision de questions du budget des élections n'était pas tributaire de l'élection de Denis Kadima. On a comme l'impression, pendant qu'on était dans ces tractations-là, dans les élections, dans la désignation, régulièrement, il est prévu un mécanisme où chaque année, on met des côtés, un quota réservé aux élections. C'est pour éviter de mettre le gouvernement devant une pression quand on arrive un peu trop près du délai. C'est-à-dire, l'idée, c'était de pouvoir, dans une marge équilibrée et établie, de manière échelonnée, mettre de côté un peu de fonds, une caisse pour pouvoir prévoir les questions des élections. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est prévu, c'est pas une innovation, c'est une exigence. C'est une rubrique fixe, connue, et qui est pérenne, dans le sens où, même après Félix Tshisekedi, c'est lui qui viendra, c'est qu'il y a une marge budgétaire qui est mise de côté pour pouvoir prévoir les élections en dehors 5 ans comme prévu par la Constitution. Donc je crois que la question des élections n'est pas à ces niveaux-là, mais c'est au niveau plutôt de la volonté de pouvoir laisser cette CENI-là organiser les élections dans le délai.
Vous indexez notamment le ministère de la Défense, en fait, le ministère des Finances, de pouvoir contrôler les finances de la CENI, ce qui ne facilite pas du tout la tâche, notamment à la commission électorale. 145 territoires, notamment inclus aussi dans le budget. Est-ce que ça va permettre finalement de faire décoller ce projet ambitieux du gouvernement pour lesquels la plupart des Congolais craignent des détournements, notamment? La crainte est légitime, parce que quand on est habitué, on sait que c'est un problème d'écriture quand on parle de la gestion RDC. Cependant, sur la question du projet de 145 territoires, dans le fond, je ne maîtrise pas c'est-à-dire, comment on peut dire, les mesures d'application de ces projets. Mais maintenant, dans la forme, je crois que dans la forme, depuis toujours, on le dit, dans l'esprit du constituant avec le découpage territorial, c'était de pouvoir amener des politiques de développement au niveau de base. Et ce projet de 145 territoires répond exactement et strictement à cet esprit-là. Maintenant, le problème, c'est au niveau de la gestion des différents projets. Je donne un exemple d'un secteur que je maîtrise, au niveau du secteur de l'éducation. On avait pris le projet, on a confié à BCECO, qui est d'ailleurs l'agence de l'État en matière de gestion de projet. Mais le BCECO voulait exécuter le projet seul. On a dit non, mais écoutez, le problème, c'est que c'est lui qui maîtrise mieux le besoin, c'est le ministère des tutelles. Il est inconcevable pour aller construire des écoles où on a mis presque 1,4 million quelque chose, si je m'abuse, de dollars américains pour la construction des écoles dans chaque territoire. J'ai dit, ça sera inconcevable. On risque d'avoir un problème de géolocalisation. Je donne un exemple. Il y a des zones où la gratuité ne sait pas se faire ressentir parce que il y a à peine 5-10% des écoles publiques. Le reste est détenu par le privé. Or, le privé ne sont pas concernés par la question de la gratuité de l'enseignement primaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la meilleure façon de pouvoir rétablir un équilibre à ces niveaux-là, c'est de pouvoir permettre à celui qui connaît ses vrais besoins de participer dans la gestion du projet. Je crois qu'on l'a expliqué et que cela a été pris en compte par le gouvernement. J'espère que ça sera fait de la sorte. Mais maintenant, le problème, la crainte de Congolais, c'est à quel niveau? C'est que après le raté du projet 100 jours, les Congolais sont restés un peu sceptiques. Les Congolais sont restés un peu dans cette phobie-là. Et aujourd'hui, il dépend du gouvernement de pouvoir garantir le Congolais. Trouver des mécanismes de gestion efficaces qui feront en sorte que le Congolais ne se plaigne pas du détournement. Aussi parce que, depuis toujours, c'est pas les intentions qui ont manqué. Je rappelle aux gens que ce qui est devenu Kindu aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un projet justement d'impulsion de développement en interne. Si les autres ont préféré construire Kindu, les autres, eux, ont préféré mettre l'argent en poche. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de quoi susciter l'inquiétude de Congolais. Kindu, à part l'université Mapon... Non, il n'y a pas que l'université Mapon. La ville de Kindu, moi je vais vous donner l'exemple. J'ai vu la ville de Kindu en 2002. Ce que représente la ville de Kindu aujourd'hui en termes d'ouverture, en termes d'urbanisation, en termes d'infrastructures de base. Il n'y a pas photo, ça il faut le reconnaître. C'est devenu une ville, plus un village comme ça a été avant, contrairement aux autres cités. Si vous voulez, on y fera encore une fois un tour, vous allez voir que Kindu n'est pas le Kindu d'il y a 4, 5, 6 ans. Ça fera plaisir. On ira justement à Kindu. Alors, mobilisation des recettes. Je rappelle que le budget, il est chiffré à 14,6 milliards, pratiquement 15 milliards de dollars américains pour l'exercice 2023. Vous pensez que le gouvernement est à mesure, avec les instruments qu'il a à sa possession, est-ce qu'il est capable aujourd'hui de parvenir à respecter ses propres assignations en mobilisant notamment un grand nombre d'argent pour répondre à ce budget-là? Si je dois me baser sur le rapport de finances ou la réédition des comptes pour l'exercice 2021, si je dois me fier sur le projection au regard du marché international, je crois qu'il est possible qu'on mobilise encore beaucoup plus que 14 milliards. Possible? Très possible. Comment? Regardez les indicateurs. Seulement avec en se basant sur la patrouille financière de l'IGF? Non, pas la patrouille. Ou la mobilisation record des régies financières? La patrouille est un élément de gestion en aval. En amont, c'est quoi la capacité de mobilisation? Quand on regarde ce que représente l'embellie de prix de matières premières sur le marché international, il y a lieu de croire qu'on peut aller au-delà. C'est-à-dire, quand on regarde ce que représente, c'est-à-dire l'embellie en termes de marché, et si on compte, on espère sur justement la captation de fonds au niveau, après l'appel d'offres dans le secteur des hydrocarbures, j'estime qu'on peut dépasser
le 14 milliards en termes des prévisions telles que définies. Et je pense aussi que pour des raisons internes en matière de gestion, si on respecte un indicateur, un élément essentiel qui fait partie dans les injonctions données au gouvernement pour l'exercice à venir, c'est-à-dire la réduction des trains de vie des institutions, il est possible, et on a, en tout cas, à mon humble avis, 70-75% de chances de pouvoir aller au-delà de 14 000. Mais comment espérer mobiliser autant d'argent avec des secteurs qu'on ne contrôle pas à 100%, notamment le prix des matières premières, vous l'avez évoqué, non, la question des offres des blocs pétroliers et gaziers qui connaît déjà une forte bataille internationale. Non, quand vous dites comment on ne contrôle pas, c'est vrai, c'est un marché qu'on ne contrôle pas. Mais le problème, c'est que c'est un marché à prévision. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? La demande est exponentielle, ce qui est une évidente. Ce que c'est à nous, parce que l'offre est là, on est sûr de pouvoir capter plus. C'est pas, je comprends quand vous dites contrôler, c'est vrai que parfois ça peut être utilisé comme un instrument des politiques internationales pour pouvoir contraindre la RDC à beaucoup de choses. On l'a vécu durant certaines années, notamment l'année 2008. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que on n'est pas dans ces dynamiques-là. Il y a une sorte de rééquilibrage dans le rapport de force sur le plan international. Aujourd'hui, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte. Le conflit russo-ukrainien a apporté un sérieux coup sur le marché international, surtout en termes de d'approvisionnement d'hydrocarbures. Je rappelle aux gens aujourd'hui que l'OPEP a décidé de réduire sa production parce qu'avec le gel de la production de Russes, ils se sont retrouvés avec des stocks exorbitants quand quand le produit abonde sur le marché. Finalement, ils ont capté moins d'argent qu'ils attendaient. Ce que pour pouvoir espérer dans les jours à venir, ils ont décidé de réduire leur production. C'est là pour pouvoir créer une sorte de rareté sur le marché et espérer en capter plus. Et dans cette rareté-là, le Congo peut profiter. C'est peut-être pas assez. Parce que quand je regarde le nombre de blocs mis comment dirais-je, en vente, je peux utiliser cette expression terne, c'est que ça peut nous permettre aujourd'hui de résoudre d'abord un problème de consommation interne, mais aussi répondre à un besoin de marché sur le plan international, pour ne pas dire simplement continental. Donc je crois qu'à ce stade ici, le conflit russo-ukrainien a ouvert une brèche où l'Afrique, dans son sens général, a une opportunité de pouvoir renégocier, de pouvoir récupérer et occuper une place. Parce que les autres pays l'ont fait. Il y a des pays de la Sud-Amérique, notamment, si j'ai bonne mémoire, le nom m'échappe, qui depuis un certain moment a été frappé d'embargo. Son pétrole n'était pas vendu aujourd'hui. À cause de ces conflits, aujourd'hui, c'est parmi... Tout est revu, carrément. Tout est revu, c'est-à-dire on a redistribué les cartes. Et donc, je crois qu'à ce stade, au regard du contexte du marché, au regard des perspectives en termes d'économie, l'économie de demain, ce sera une économie où la grosse part sera détenue par la technologie, et le Congo est en pôle position pour un meilleur provider en termes de produits de première nécessité. Je crois qu'on a la chance de récupérer cette révolution économique qui arrive, autant qu'on l'a raté en 2008, on l'a raté en 2012, et cette fois-ci, je crois qu'on peut faire mieux et faire en sorte que le Congo ait ce qu'on appelle un capital productif pour pouvoir aller vers le projet intégrateur, le projet de développement. Ce n'est que par là que le Congo pourra connaître un vrai développement. Vous parlez des mines, mais ces mines-là, nous savons que la RDC vit en majorité des redevances minières que de ses propres mines qui ont été déjà vendues aux étrangers. Oui, mais ça c'est une réalité. Maintenant, le problème, c'est qu'on veut, dans les nouvelles politiques, avons-nous suffisamment de marge dans le rapport de force international pour recréer une valeur ajoutée dans les questions de mines? C'est tout ce que nous, on en souhaite, et c'était ça l'esprit du nouveau code minier. Dans le sens où, au-delà de simplement exporter en état brut, essayons un peu de créer une marge de pourcentage pour certaines matières où la transformation peut se faire ici. Question de nous permettre de créer de la valeur ajoutée, d'élargir notre capacité de couverture en termes d'emploi, mais aussi dans le transfert de connaissances. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que si le Congolais, parfois qui ont un peu de moyens, ne savent pas investir dans la transformation de produits de première nécessité, parce qu'il y a un problème de technologie, un problème de connaissances. Or, il est impossible de pouvoir continuer. Nous qui détenons justement les matières, et que dans la chaîne de transformation, nous soyons complètement exclus, c'est aberrant. Ça, il faudra
résoudre ces problèmes dans les jours à venir et j'espère que le gouvernement en a pris conscience. Mike Gardi-Diana, analyse des questions politiques, économiques et sociales. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, même s'il reste encore beaucoup. Nous aurons toujours à vous inviter à chaque fois que nous en aurons besoin. Malheureusement, l'état nous est imparti. Merci une fois de plus. Merci à vous également d'avoir suivi l'invité de votre télévision.